Bonjour les amis. Esta crónica va a ser bilingüe. Cette chronique sera exceptionnellement en deux langues parce que je vais parler de deux livres. Paradiso, l'édition originale, et Paradiso, la traduction de Didier Coste. Traduction remarquable, parue en 71, 5 ans seulement, même pas, après l'original. Bueno, vamos a hablar del original, de la edición original. Esta es la edición original mexicana. Lo que pasa es que este libro salió en Cuba en 66, un día de 66, y ese mismo día, en la noche, se había agotado la edición. Fue una sensación, fue un escándalo. Se sabía que Lezama Lima estaba escribiendo ese libro desde hace 10, 15 años y había mucha expectativa para cuando saliera. Y fue un escándalo, tanto en las loas como en los ataques, los insultos incluso. Ce que je viens de dire se trouve sur la quatrième de couverture de cette traduction qui a été une aventure de pionnier de Didier Coste au Seuil en 1971. Je vous lis la quatrième de couverture. De nombreux auteurs et critiques considèrent la parution de Paradiso comme une date capitale dans l'histoire de la littérature latino-américaine, au même titre que celle des œuvres de Proust ou Joyce pour les nôtres. L'un dit encore, exubérant, baroque, il représente notre tiers-monde fou autant que Paul Valéry représentait l'esprit européen en 1930. Pour quelques-uns, enfin, ce chef-d'œuvre n'est qu'un, ouvrez les guillemets, bideux roman-fleuve avec ses rêves égrillards et sa prose onaniste d'adolescent des tropiques. Le livre fit scandale à Cuba. Mis en vente un matin de 1966, on n'en trouvait plus d'exemplaires le soir même. L'écrivain gardait le sourire. Si la révolution est puissante, elle peut tout assimiler, même Paradiso. Cette quatrième de couve de l'édition originale en français de 71 a sans doute été rédigée par Didier Coste, je pense, et il a collaboré pour cette traduction, enfin elle a été révisée par Severo Sardoy, excusez du peu, cet auteur cubain français, et il a été en contact avec José Lezama lui-même pour avoir des infos, demander des explicitations sur certaines difficultés du texte. La couverture continue. Ce n'est pas là une autobiographie ordinaire. La mémoire y comptabilise moins les faits qu'elle ne retient, restitue ou stimule des images. Elle est autant nourrie de rêves et de désirs que de nostalgie d'un paradis perdu qui n'exista peut-être jamais. Ce paradis est tout autant la connaissance que ce qui fut connu. Une prodigieuse érudition où les cultures les plus diverses se métissent contribue sans cesse au déchiffrement de cette vie
qui est exil, déracinement, façon de regarder le quotidien comme lointain et le lointain comme s'il pouvait être embrassé. José Lezama Lima est-il, comme on l'a dit, le Proust des Caraïbes? Peut-être, entre autres, mais sans Descartes derrière lui. Au carrefour de tous les mondes, croyances et civilisations, à l'image même de son île où toutes les mythologies firent escale. Donc il convient de saluer quand même cette œuvre qui n'est pas tout à fait la même que celle-ci. Comme je l'ai expliqué, le traducteur a un rôle fondamental. En plus, celle-ci fait 500 pages, celle-ci fait 600. Donc le texte n'est pas le même, forcément. Alors si dans cette édition française, en esa edición francesa colaboró Severo Sardoy para la traducción, en la edición mexicana colaboraron para el cuidado y la revisión del texto nadie menos que Julio Cortázar y Carlos Monsiváis. Esa edición es poco... se hace poco tiempo después de la edición cubana, en 68, en Cuba sale en 66. Bueno, ahora, ¿qué puedo decir del texto sin develar nada de su contenido? Como es mi presupuesto, mi decisión, mi técnica siempre que hablo de un libro con alumnos, antaño con alumnos durante 38 años, ahora con amigos aquí en internet. ¿Qué puedo decir sin decir nada de la trama narrativa? Eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Es uno de esos libros mundo de los que hablé anteriormente, que son cosmogonías, que el autor se tarda 10, 15, 20 años en escribirlos. En este caso está dividido en 14 capítulos, que en la edición en español se llaman simplemente con números romanos, capítulo 1, 2, 3, hasta 14. En la edición francesa escogieron ponerlo con toda letra, en letra, chapitre premier, y sin los números romanos. Eso seguramente fue dans cette édition française, les chapitres ne sont pas numérotés en romain, mais en toutes lettres, chapitre 1er, 2e, jusqu'à 14e. Je pense qu'une telle trahison de l'original n'a pu être obtenue que grâce qu'avec l'accord de l'auteur, puisque Didier Coste, ce grand traducteur qui a fait ce livre, a eu le privilège d'être en contact avec Lezama Lima directement, je suppose à l'époque par courrier plutôt que par téléphone, pour lui demander d'éclaircir certaines choses. Quand on peut traduire l'œuvre d'un vivant, c'est tellement mieux. Je le sais pour avoir traduit Rimbaud par exemple, que je n'ai pas pu consulter, Michaud, après sa mort, etc. Là, on n'a personne à qui s'adresser. Donc, bon, c'est une entreprise pionnière, cette traduction. Le traducteur le signale d'ailleurs dans une note en page 6. Au moment de voir paraître l'édition française de Paradiso, et à l'issue de près d'un millier et demi d'heures consacrées à cet ouvrage,
Nous ne prétendons pas avoir pu résoudre tous les problèmes, tant de fidélité que de lisibilité posés par sa traduction. Nous tenons à remercier ici de leur contribution Severo Sarduy et l'auteur pour les éclaircissements qu'ils ont bien voulu nous apporter en de nombreux endroits, ainsi que Claude Durand pour sa si attentive lecture des états successifs de notre manuscrit. Signé Didier Coste en 1971. Moi, j'avais entendu parler de Didier Coste la première fois par Michel Butor. C'est Butor qui m'avait parlé de lui, parce qu'à l'époque, Didier Coste devait se trouver en Australie, et Butor l'avait... il avait reçu Butor pendant son tour de l'Australie. Il devait enseigner dans une université là-bas. Et donc c'est d'ailleurs un personnage, Didier Coste, du livre de Butor sur l'Australie. Il apparaît sous son nom. Ce livre s'appelle Boomerang. Il est paru en 1978, donc 7 ans après cette traduction. C'est en lisant Butor et Boomerang, etc., que j'ai fait la connaissance de Didier Coste, connaissance littéraire, puisque nous ne nous connaissons pas en vrai, et que j'ai commencé à chercher. Et cette traduction française, je l'ai achetée en 81, hein, donc après l'édition évidemment originale que j'ai lue en premier lieu. Je dois dire que le relire en français, dans une traduction excellente, a été une excellente relecture de la première édition en espagnol, et que je suis très heureux de l'avoir lu entièrement 2 fois, et que maintenant il faut que je le relise en espagnol, si longtemps après. Il serait temps. Je voudrais vous en donner un avant-goût quand même. Je ne sais pas si le faire en espagnol ou en français. Bon, allons-y pour l'espagnol quand même. Vous trouverez ça dans la traduction française, au chapitre 6. Le problème, c'est que c'est trop petit. Donc je vais plutôt lire ce chapitre 6 dans la traduction française. Où il s'appelle chapitre 6e. La vieille Mela déployait une gorgone sur les nodules du temps. Ses cheveux nonagénaires avaient mélangé les blancs, les cendres et la neige pour offrir paradoxalement une sorte de safran, des jaunes qui semblaient abandonnés par la réfraction de la lumière sur les mèches effilochées. On aurait dit que ces 94 ans étaient autant de petits bâtons aux mains des gnomes élevés par le comte de Cagliostro. Comme chez certains peintres, les objets semblent aller d'eux-mêmes, au-devant de leur adéquation à l'espace, le temps pour elle avait fui sa successivité afin de se situer sur ses plans favoris, tyranniquement, comme si Proserpine et la police d'ici-bas échangeaient leurs personnages, avec une si familière cordialité qu'ils eussent cessé de montrer leur extraction asymétrique, les lamentations de leurs errants s'évaporaient. Les ombres et les vivants avaient la taille qu'ils avaient atteinte au siècle dernier, leur développement au siècle suivant, le souvenir qu'on avait d'eux, n'avait point permis de leur appliquer le râteau de la distinction. La submersion des ombres et l'apparition de la petite frimousse des vivants continuaient d'avoir pour lieu des plans bipolaires. La vieille Mela les voyait approcher de leur conjoncture actuelle, mais ce souvenir ne les rapprochait pas pour les épanouir,
mais pour les emmener à la lagune où ils étaient des ombres qu'elle percevait comme des réalités. Si elle avait fréquenté quelqu'un à la fin du siècle précédent, et qu'une fois le changement de siècle advenu, ce quelqu'un était descendu depuis 5 ans au sombre Orcus, ses premières paroles au visiteur étaient pour lui dire « Hier encore je parlais avec ton père, il était très content de son nouvel uniforme. J'ai évoqué à son intention l'époque où il restait assis sur le seuil de la porte jusqu'à ce que la cloche du glacier le tirât de sa torpeur. » Elle renvoyait ainsi à une conversation tenue 30 ans auparavant, et comme notre visite avait été provoquée par la mélancolie de 3 jours de pluie successifs, nous l'embrassions pour profiter de cette ombre temporelle où des souvenirs que l'infirmité de sa mémoire rendait monstrueux parvenaient à faire reculer le temps et à dévoiler intact un corps mutilé. Je suis obligé de m'arrêter. J'aurais aimé continuer pendant 50 pages, mais... Et puis le texte est comme ça, il vous emporte, vous entendez ces phrases longues, pas du tout proustiennes dans leur construction, mais longues, plutôt... Ça fait partie d'un de ces romans mondes dont j'ai parlé, de ces cosmogonies, un livre qu'on peut explorer toute sa vie, un chef-d'œuvre, un livre fondateur de la littérature cubaine, etc., et j'en oublie. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de le lire si ce n'est déjà fait. Y nos veremos mañana, amigos. Buenas noches, gracias.